1984, La Moustache, que vous publiez en 1985 et que vous avez adapté après au cinéma en 2005, ou bien, à la fin de cette période-là, La Classe de neige en 1995. Et en parallèle à ce travail donc, de romancier, de fiction, vous travaillez aussi depuis le début au cinéma, en tant que critique, puis en tant que réalisateur. Vous avez aussi travaillé pour la télévision, et puis vous avez cet intérêt pour le documentaire, puisqu'en parallèle à vos livres, vous écrivez un premier livre sur Werner Herzog, et surtout après la biographie de l'écrivain américain de science-fiction, Philippe. De science-fiction, Philippe. De science-fiction. 17, 93. Bien. Donc, il y a cette première période, et puis survient l'adversaire que vous publiez en 2000 et qui marque une rupture parce que c'est vraiment le passage de la fiction à ce que les Américains appellent la non-fiction, passage d'une écriture romanesque à une écriture centrée sur le réel, autour du réel. Et vous comprendrez donc que c'était pour nous un plaisir de vous accueillir dans le cycle qu'on a commencé. L'adversaire, j'imagine que beaucoup le savent, c'est un livre écrit autour de cette affaire étonnante qu'est l'affaire Jean-Claude Roman, donc ce personnage qui passe une vie entière à mentir, hein, à se prétendre médecin, avant d'assassiner finalement toute sa famille, femmes, enfants et parents, lorsqu'il ne peut plus tenir ce mensonge. C'est un texte sur lequel vous avez travaillé pendant, vous dites, presque 7 ans. C'est un texte que vous avez failli abandonner souvent. Vous déclarez que vous avez, dès le début, voulu en faire un livre, mais que le texte résistait, qu'il y avait cette difficulté à en faire un roman, et que vous ne que vous ne réussissez justement à passer cette résistance, que quand vous abandonnez l'aspect romanesque, pour passer à la première personne, et pour en faire un texte qui n'est plus donc qui n'est plus du côté du roman, mais alors je ne sais pas, après ça c'est toujours les difficultés, on ne réussit plus à classer les livres. C'est un texte où vous parlez de roman, où vous parlez de votre relation à roman. En fait, vous abandonnez l'idée de raconter l'histoire en la transformant, mais vous êtes davantage du côté du témoignage. Vous ne racontez plus l'histoire de l'intérieur, mais de l'extérieur, en gardant au personnage cette espèce d'irrémédiable étrangeté qui lui convenait si bien. Ce qui est important, c'est que cette rupture, cette transformation dans votre écriture est féconde, puisqu'elle va déclencher les 3 livres qui suivent, et qui tous s'inscrivent dans ce même mouvement de confrontation au monde, de confrontation au réel, de lutte avec le réel, puisqu'il s'agit d'adversaires. Là aussi, je vais rappeler très rapidement qu'après l'adversaire, vous publiez donc un roman russe en 2007, qui est une sorte de livre enquête étonnant, extrêmement intéressant autour d'un secret familial, autour d'un secret de votre famille, et on en reparlera sans doute plus tard. En 2009, vous publiez D'autres vies que la mienne, et le titre est bien sûr très très important, il faut entendre le titre. C'est un livre sur le lien, sur la perte, à partir justement d'un événement à la croisée du domaine privé et du domaine public. C'est à partir de l'événement du tsunami qui touche le Sri Lanka, qui vient croiser l'annonce de la maladie d'une personne de votre famille dont vous n'êtes pas spécialement proche à ce moment-là. Et donc, de nouveau, vous êtes confronté à cette étrangeté, à cette incompréhension du réel. Et puis, donc, enfin, Limonov, qui est publié en 2012, donc en septembre dernier, est traduit maintenant en espagnol, et qui, bien sûr, s'inscrit dans cette lignée. De nouveau, vous construisez votre texte autour d'un personnage réel, autour d'un personnage historique, autour d'une vie qui n'est pas la vôtre. Mais cette fois, ça y est, le personnage a gagné, il a envahi tout le titre. Il ne reste plus rien que Limonov. Il n'y a même plus de place pour lutter ou pour se battre contre cet adversaire-là.
Alors, c'est bien sûr, de ce fait-là, il est logique de commencer à vous interroger sur le personnage lui-même. Puis après, peut-être qu'on y passera à la forme ou à la construction du livre. Limonov, autour de qui vous construisez le roman, est un personnage étonnant, à vrai dire tellement étonnant qu'en 4e de couverture, vous êtes obligé de préciser Limonov n'est pas un personnage de fiction, il existe, je le connais, il a été voyou en Ukraine, idole de l'underground soviétique sous Brejnev, clochard puis valet de chambre d'un milliardaire à Manhattan, écrivain branché à Paris, soldat perdu dans la guerre des Balkans, et maintenant dans l'immense bordel de l'après-communisme en Russie, vieux chef charismatique d'un parti de jeunes désesperados. Lui-même se voit comme un héros, on peut le considérer comme un salaud. Je suspends pour ma part mon jugement, et on reviendra sur cette suspension du jugement. Dans le livre, à plusieurs reprises, on trouvera d'ailleurs ce jeu de liste d'accumulation pour essayer de cerner le personnage, pour essayer de dire ce que le personnage a de difficilement cernable. J'avoue que j'aime beaucoup quand vous racontez que la première fois que vous allez interviewer Limonov, vous en parlez à un certain nombre d'amis moscovites qui tous vous regardent comme si vous alliez interviewer à la fois, je cite, Houellebecq, Lou Reed et Cohn-Bendit, ce qui est un mélange assez étonnant et réussi. Et puis surtout, alors dans le livre, on s'aperçoit qu'en fait, Limonov, c'est un personnage que vous connaissez depuis longtemps et qui a, d'une manière ou d'une autre, accompagné votre vie. Vous avez trouvé son premier livre dans la bibliothèque familiale, vous le découvrez peu de temps apparemment après qu'il soit publié. Assez rapidement après aussi, vous avez rencontré Limonov, donc à Paris dans les années 80, et puis surtout, vous l'avez retrouvé à Moscou en 2006. Donc peut-être que la première question, ce serait justement sur ce personnage et sur la transformation de ce personnage en un héros de livre. À quel moment se fait ce passage-là et par quelle étape passe Limonov pour passer d'une simple connaissance, quelqu'un que vous avez comme ça rencontré, fréquenté, au sujet de votre livre. À quel moment est-ce qu'il devient un personnage à quel moment est-ce qu'il devient le personnage de votre prochain travail? Ça marche, oui. Je vais saisir la perche que vous m'avez tendue en partant en fait la façon dont je suis tombé pour la première fois sur un livre de Limonov. J'étais un très jeune homme à ce moment-là, c'était au début des années 80. Ma mère, Hélène Carrère d'Ancos, était passée du statut d'une universitaire respectée à celui d'un auteur à succès, vraiment qui était devenu une espèce d'oracle sur toutes les questions soviétiques à l'époque. Et donc, on lui envoyait à ce moment-là tous les livres paraissant en France qui touchaient de près ou de loin à la Russie. C'est ainsi qu'un jour, je suis allé déjeuner chez mes parents. Je devais avoir 25 ans à ce moment-là, quelque chose comme ça. Et je trouve un livre qu'on venait d'envoyer à ma mère, qui portait un titre assez étrange, qui s'appelait « Le poète russe préfère les grands nègres ». Je regarde ce livre, et qui en plus avait une dédicace. Il y avait marqué « Pour Carrère d'Ancos, du Johnny Rotten de la littérature ». Ça m'a paru assez drôle parce que, de toute évidence, l'auteur ne savait absolument pas qui était cette Carrère d'Ancos. Manifestement, c'était l'éditeur qui lui avait dit « Tiens, il faut l'envoyer à cette dame qui est une spécialiste connue, une historienne connue. » Et ma mère n'avait, quant à elle, aucune idée de qui pouvait être Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols. Donc, cette incompréhension totale de part et d'autre. Je demande à ma mère ce que c'est. Ma mère hausse les épaules, dit « C'est une espèce de truc pornographique. » J'ai emprunté le livre, je l'ai lu, et c'est effectivement assez pornographique. C'est un très bon livre. Et c'était un livre autobiographique, comme ça, écrit par un émigré, un russe, un soviétique, qui avait émigré aux États-Unis et qui avait vécu une vie à la fois très difficile, très miséreuse et assez flamboyante. Enfin, qui racontait très bien, ça pouvait évoquer une espèce de Henri Miller russe, quoi, ça changeait beaucoup aussi de ce qu'on pouvait lire sous la plume des émigrés, des dissidents, qui étaient des figures éminemment nobles et respectables, mais enfin qui étaient plutôt des barbus très graves qui parlaient de l'orthodoxie ou des choses comme ça. Là, c'était vraiment très rock'n'roll, quoi. Et donc j'ai commencé
à lire les livres qui ont commencé à paraître comme ça de ce Limonov, qui était à ce moment-là donc une espèce de dissident marrant, brillant, très qui en même temps disait que Solzhenitsyn était un vieux con, que Staline c'était pas si mal, enfin qui disait des choses très provocantes qui dans le contexte des années 80 nous paraissaient assez rafraîchissantes, disons. Et donc j'ai interviewé Limonov à un moment comme journaliste et je l'ai connu un peu, je dis on n'était pas amis mais on se connaissait, on avait un ami commun, on se voyait quelques fois. Et donc Limonov était quelqu'un que, comme d'autres, disons, gens du petit monde littéraire ou culturel à Paris, tout le monde aimait bien Limonov et moi je l'aimais bien aussi. Ses livres, les livres et le bonhomme. Et puis est arrivée ensuite la chute du communisme et là, Limonov a tourné d'une façon très bizarre et qui a beaucoup désorienté les gens qu'il connaissait et comme moi avaient de la sympathie pour lui. C'est-à-dire que d'abord, il est allé se battre en Croatie puis en Bosnie aux côtés des Serbes et on l'a vu dans un documentaire de la BBC tirant à la mitrailleuse sur Sarajevo tout en discutant de poésie avec Radovan Karadzic, ce qui a quand même beaucoup refroidi la sympathie qu'on avait pour lui. Ensuite, il est retourné dans son pays. Il a créé un parti qui s'appelait le Parti national bolchevique, ce qui était déjà un petit peu pas très engageant. Et on voyait des espèces de jeunes mecs au crâne rasé qui circulaient dans Moscou en criant Staline, Beria, Goulag, sous-entendu qu'on nous les rende, c'était le bon vieux temps. Et donc donc tout le monde s'est dit que Limonov était devenu, enfin tout le monde, les gens qui le connaissaient dans notre petit monde à nous, se sont dit que Limonov était devenu complètement infréquentable. J'y pensais plus tellement. Ensuite, quand Poutine est arrivé au pouvoir, Limonov a été foutu en prison. Il y est resté 3 ans. Autant que je me souvienne, il y a eu une pétition qui a circulé pour demander qu'on le libère, et je me souviens que je ne l'ai pas signé. Parce que je me disais, non, il était accusé de trafic d'armes, de tentative de coup d'État au Kazakhstan, ce qui était un peu romanesque, mais je me disais, c'est devenu un tellement sale type, ce Limonov, que non, je vais pas signer une pétition en sa faveur, quoi. Bon, du temps passe. Encore une fois, je peux pas dire que je pense souvent à Limonov. Et un jour, après l'assassinat de Anna Politkovskaya en 2006, je vais à Moscou faire un reportage là-dessus. À cette époque, j'avais commencé à aller beaucoup en Russie, à faire, comme vous l'avez dit, un film documentaire en Russie. Bref, voilà, ça m'était familier. Et je découvre, donc pendant une dizaine de jours, je circule dans le petit milieu des démocrates et des défenseurs des droits de l'homme en Russie. C'est un tout petit monde, c'est des gens vraiment courageux, respectables, des gens formidables, mais très 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 minoritaires. Et dans ce petit monde, je découvre que tout le monde parle de Limonov et de ces jeunes mecs au crâne rasé avec énormément de respect. Ce qui me surprend beaucoup. Enfin, je me dis, on me dit Limonov c'est un facho, c'est tout ça, et les gens parlent de lui, de ces gens-là, si respectables, comme si c'était un des seuls types courageux en Russie. Et ça m'a troublé au point que j'ai décidé d'aller faire un reportage sur lui cette fois. J'y suis allé, je l'ai appelé, ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas vu, et je lui ai proposé de venir passer 2 semaines avec lui. Je pense qu'il était très à la fois intrigué, méfiant. J'ai passé 15 jours avec lui où je me sentais être tout à fait sur ses gardes. Et au bout de ces 15 jours, je dois dire que je savais encore moins ce que je pensais de lui qu'en arrivant à Moscou. Donc j'ai, à ce moment-là, eu l'idée que il y avait quelque chose d'intéressant à raconter là-dedans, au-delà même d'un reportage, et quelque chose qui pouvait à la fois être une espèce de roman d'aventure, et puis quelque chose que que j'avais envie d'écrire depuis plusieurs années, sans du tout savoir quelle forme ça pouvait prendre, qui était un livre sur le post-communisme, sur cette espèce de société très très chaotique qui avait succédé au communisme en Russie et dans les autres pays de l'Est, où j'avais passé pas mal de temps, où j'avais l'impression qu'il y avait des trajectoires de vie très très étonnantes, et ça faisait un moment que je cherchais une histoire ou un personnage, et tout à coup je me suis dit que Limonov c'était peut-être ça. Voilà, c'est ça comment je suis passé de cette espèce de camaraderie lointaine des années 80, lointaine et même un peu
enfin, il m'en imposait, quoi, Limonov. J'avais vraiment l'impression que je me sentais un peu renvoyé par cet aventurier au statut de bourgeois un peu prudent, un peu effarouché, comme ça, et c'était... et voilà, et 15 ans après, l'idée est venue de faire ce truc. Je peux peut-être raconter encore. Il y a une chose aussi qui a... pardon, je suis intarissable, mais non, je me souviens, une des choses qui avait déclenché l'envie d'écrire ce livre, c'est un truc qu'il m'avait raconté sur son séjour en prison. Donc il a été 3 ans en prison, dans des prisons et des camps de prisonniers à régime dur, des centres de détention pour droit commun. Enfin, c'était pas une plaisanterie. Et il raconte à un moment que dans un de ces camps de prisonniers, à Saratov sur la Volga, il a remarqué que les lavabos étaient les mêmes que ceux d'un hôtel extrêmement chic à New York, qui avait été décoré par Philippe Stark et où l'avait installé son éditeur américain 15 ans plus tôt. Et il s'est dit tout à coup, personne parmi mes compagnons de détention n'a la moindre idée de ce que peut être cet hôtel de luxe décoré par Philippe Stark. Aucun des clients de l'hôtel de luxe par Philippe Stark n'a la moindre idée des conditions de vie dans un camp de prisonniers de droit commun à Saratov sur la Volga. Combien il y a de mecs au monde dont l'expérience inclut des choses aussi variées et a priori, enfin ça ne fait pas partie de la même vie. Et pourtant, ça fait partie de la sienne. Et il a éprouvé une espèce de fierté que je comprends complètement. Là, moi, ça m'a impressionné. Je me suis dit, ça quand même, il y a un tas de choses à dire contre Limonov, mais c'est quand même une drôle de... Enfin, ça vaut le coup d'avoir vécu une vie comme ça, enfin, où on a connu des choses aussi différentes. Et c'est une des choses qui m'ont donné envie d'écrire ce livre, quoi, où j'avais l'impression que ça permettait de passer par des univers incroyablement variés. Voilà. Alors justement, c'est intéressant parce que vous montrez l'espèce de complexité extraordinaire du personnage qui prend ces espèces de visages successifs et largement contradictoires. Vous montrez que c'est un personnage qui effectivement est une espèce de lien ou de fil conducteur à l'intérieur d'une certaine histoire de la Russie et plus largement, puisqu'il passe aussi Paris, New York, etc. Donc, à partir de ce personnage, vous décidez de passer du personnage sur lequel vous avez travaillé en reportage ou en enquête journalistique au personnage d'un livre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est-à-dire, qu'est-ce que finalement l'écriture du livre va changer à votre relation à ce personnage ? Est-ce qu'au fur et à mesure du livre, votre regard sur le personnage change et comment ? Mon regard sur le personnage n'a pas cessé de changer au gré des épisodes, au fond. C'est très curieux parce qu'il y a des moments où je le trouve odieux, déplaisant et même un peu minable. Et d'autres moments où je suis vraiment... plutôt, où ce qui l'emporte, c'est l'estime et même une certaine admiration. Bon, les choses, pour donner les 2 exemples les plus opposés, quand on le voit mitrailler Sarajevo avec Karadzic, je le trouve non seulement odieux, mais grotesque, et c'est vraiment embêtant d'écrire un livre sur un bonhomme comme ça, ce qui fait que d'ailleurs j'ai arrêté le livre pendant 1 an en pensant l'abandonner vraiment. À d'autres moments, comme par exemple quand il est en prison, il est vraiment héroïque. Enfin, c'est vraiment un personnage assez magnifique et noble même. Enfin, et alors, ce que je n'ai pas cherché à faire, c'est à unifier. C'est à me dire, bon, il faut qu'on sorte du livre avec une idée, qu'on s'arrête sur une image de Limonov, qu'on se dise à la fin, bon, c'est un type bien, ou alors c'est un salaud, qu'on puisse se dire, je l'aime, ou alors je l'aime pas. Je préfère, au fond, que le lecteur éprouve ce que j'ai éprouvé moi-même, c'est-à-dire cette impossibilité totale de conclure sur le personnage. C'est de se dire, comme si vous voulez, à un moment, il fallait que la bille de la roulette s'arrête sur un numéro. C'est un livre qui ne conclut pas, qui essaye de ne pas juger, même si, à plusieurs reprises, si je le juge, mais simplement, ce jugement est contredit par la suite, quoi. On ne peut pas s'y arrêter. On ne peut pas former un jugement définitif. Alors,
est-ce qu'on peut étendre ça à tout le monde, à toutes nos vies? Est-ce que c'est bien possible, à vrai dire? Dans le cas de Limonov, c'est très spectaculaire, quoi. C'est vraiment quelqu'un sur qui il est si difficile de se former, parce que c'est très facile de se dire, bon, c'est un salaud, c'est une espèce d'ordure fasciste. Ben non, c'est pas seulement ça. C'est une drôle d'ordure fasciste. C'est un fasciste qui est toujours du côté le plus faible. C'est un drôle de type. Et c'est par ailleurs un type indéniablement courageux, qui paye pour ses actes, qui est sans compromis, qui n'a jamais accepté aucun embourgeoisement, qui à 70 ans maintenant est toujours aussi pauvre, en danger, tout ça, et qui préfère ça. Ça l'intéresse pas de vivre autrement. Il est totalement fidèle à une espèce d'idée de l'héroïsme qu'il a dû se faire enfant, certainement. Il y a quelque chose de très enfantin aussi dans ce personnage, qui est qu'on peut trouver à la fois un peu ridicule et en même temps très noble. Tout ça faisait que c'était passer quelques années de ma vie au fond dans la compagnie de Limonov était par moments très inconfortable et assez souvent, somme toute, c'était assez exaltant aussi. Et j'espère que c'est la même chose pour le lecteur, qui ressent tout cet éventail de sensations, d'opinions, de choses comme ça, qu'il est un peu tourneboulé, comme je l'ai été. C'est un peu, ça consiste un peu à lui mettre le cerveau dans une machine à laver et à faire tourner ça très vite. Oui, dans le livre, il y a de fait cette espèce d'enthousiasme qui passe d'une partie à une autre. Le récit est un récit qui est un récit rapide, en fait. Il se passe un nombre invraisemblable de choses dans les 500 pages. Ça, c'est grâce à lui, c'est sa vie. Finalement, moi, je suis le narrateur là-dedans. Il y a une chose qui m'a frappé, et pourquoi c'est assez marrant, parce qu'on n'est pas du tout amis, Limonov et moi. On se connaît, je pense qu'il y a une espèce d'estime mutuelle qui a fini par se créer à la longue, et par ailleurs, au fond, assez bizarrement, alors qu'il n'y a jamais eu de contrat même tacite entre nous, qu'il a envisagé, que quand je lui ai parlé de ce projet de livre sur lui, il était à la fois très intrigué et un peu méfiant, tout ça. En même temps, je lui demandais rien. Je lui demandais pas son accord. J'ai pas besoin de son accord. C'est un personnage public. J'ai le droit d'écrire ce que je veux sur lui. Mais au fond, moi, j'ai fini par éprouver de la gratitude à son égard parce que tout simplement, grâce à lui, grâce à sa vie, j'ai écrit un livre que j'ai été content d'écrire et que peut-être de façon un peu prétentieuse, je trouve bon et qui en plus a eu du succès. Et lui, grâce à moi, au fond, il a acquis sur le tard et de façon tout à fait inattendue une espèce de célébrité qu'il a toujours recherchée et qui n'avait jamais été vraiment au rendez-vous, en tout cas en dehors de Russie. Et donc, au fond, on s'est apporté quelque chose, l'un à l'autre. J'ai commencé à dire ça, je voulais dire autre chose en réalité. Je ne sais plus quoi. Bon, tant pis, ça reviendra. Je ne sais pas, on était sur la... Non, si, voilà, pardon. Je disais, une des choses pourquoi j'ai de la gratitude à l'égard de Limonov, c'est que ce que vous dites là qui me touche, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une espèce de rapidité, une espèce d'allegro dans le récit. Il y a un tempo qui est très vif, tout ça. Et je pense que ça n'est pas mon tempo naturel. Les autres livres que j'ai écrits, c'est pas du tout que, je veux dire, c'est un tempo, je pense, plus lent, plus sinueux, quelque chose comme ça. Il y a un côté tambour battant qui vient de lui, pas de sa vie, de quelque chose qui est ce tempo est celui de sa personnalité, de sa manière de vivre. Et au fond, j'ai accueilli avec gratitude le fait d'écrire un livre dans ce tempo-là, qui n'est pas véritablement le mien, et c'était agréable. Au fond, même s'il y a eu des moments très inconfortables, comme je le disais, et très au point d'abandonner le livre, tout ça, somme toute, ça a été un livre assez marrant à écrire. D'ailleurs, j'ai écrit des livres très douloureusement, des choses comme ça. Là, c'était un livre, quand même, il y avait une espèce de gaieté, d'euphorie, de trucs comme ça, parce que ça va vite, parce que même s'il fait des trucs pas bien, des trucs que je désapprouve, il y a une espèce de côté, comme un gamin dont on se dit mais qu'est-ce qu'il va encore inventer, qu'est-ce qu'il va encore faire comme connerie, comme truc, il déçoit pas en tout cas, ça devient pas, ça ronronne jamais il y a tout le temps cette espèce d'invention de sa propre vie qui est quelque chose qui m'inspire un certain respect. Dans le livre, on sent d'ailleurs que ce tempo il est tenu presque jusqu'à la fin.
puis à la fin du livre, l'épilogue, qui est tout entier sur la difficulté à arrêter et sur l'impossibilité d'arrêter. Il y a plusieurs, enfin, tout l'épilogue est sur le « je ne peux pas finir comme ça, je ne peux pas m'arrêter sur cette image-là, je ne peux pas ». Et d'ailleurs, vous ne terminez pas vraiment sur lui, vous terminez sur d'autres vies que la sienne. Enfin, c'est un livre qui a été difficile à arrêter, à terminer, à conclure. Alors, il y a quand même une raison simple, c'est aussi qu'il est en vie, il se porte très bien. Je ne sais pas quel est le chapitre suivant de sa vie dans la réalité. Est-ce que il va réussir enfin en politique comme il l'espère, c'est-à-dire dans l'idée de Limonov, ça veut dire prendre le pouvoir. Honnêtement, je ne crois pas. Et en plus, ça me paraît pas du tout souhaitable. Mais vraiment, je pense que ça serait catastrophique. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Mais au fond, qu'est-ce qui va devenir maintenant ? Je n'en sais rien. Donc j'essaye de... À la fin du livre, comme j'essaye diverses conclusions, je me dis qu'est-ce qui serait le mieux comme dernier chapitre, tout ça. Et je ne sais pas bien, quoi. Donc j'en ai trouvé un... qui est un peu imaginaire, comme ça, que je trouve assez joli, que je trouve fait une bonne fin, mais j'en sais rien de ce que va être la suite et la fin de la vie de Limonov. Ce qui est certain, c'est que sa vitalité n'est absolument pas entamée, c'est-à-dire qu'à presque 70 ans, il est tout aussi nerveux, juvénile et énergique qu'il a été toute sa vie. En 2010, vous avez un entretien très très intéressant avec Nelly Capriélan, à la bibliothèque du Centre Pompidou. Et à la fin de l'entretien, qui porte sur le roman précédent, D'autres vies que la mienne, à la fin de cet entretien, vous commencez à parler de Limonov, que vous êtes, en expliquant que c'est un livre qui n'est pas encore terminé à l'époque, bien sûr, et vous expliquez que vous avez un très long premier jet, qui est essentiellement biographique, mais que vous vous êtes arrêté, que vous vous êtes donné du temps parce que vous dites, vous ne savez pas par quelle boule prendre et vous ne savez pas ce que ça raconte. Et je trouvais ça intéressant, cette idée de ne pas savoir ce que ça raconte. 3 ans après, et après avoir finalement terminé le livre, vous avez avancé par rapport à ça, vous savez. Alors, attendez, je vais vous dire un truc. Il y a à la fin du prologue du livre... Le prologue du livre se termine sur ces phrases. C'est ce que j'ai pensé, c'est que sa vie romanesque et dangereuse racontait quelque chose, pas seulement sur lui, Limonov, pas seulement sur la Russie, mais sur notre histoire à tous depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je passe à la ligne de façon un peu dramatique. Quelque chose, oui, mais quoi ? Je commence ce livre pour l'apprendre. Cette phrase était extrêmement imprudente, car très souvent, évidemment, les gens me disent « Bon, mais alors, qu'est-ce que c'est que vous avez appris ? C'est quoi ce quelque chose ?» Et je n'ai pas la réponse à la vérité. Je ne sais pas. Mais c'est vrai, il est vrai que j'ai passé... C'est très curieux cette sensation que ça raconte quelque chose, au-delà de la suite déjà intéressante et picaresque des événements de sa vie. J'ai l'impression que ça raconte quelque chose, et je ne sais pas bien quoi. Ça raconte quelque chose, je pense, sur ce qui s'est passé en Europe, et je dirais même peut-être dans nos consciences à tous, ce qui s'est passé depuis que le communisme a disparu. Personnellement, je ne regrette pas du tout le communisme, je ne pense pas qu'il y ait la moindre raison de le regretter. Il n'empêche qu'il y a une espèce de pôle dans nos esprits, comme ça, qui existait, qui faisait qu'il y avait une espèce de bizarre équilibre pas très satisfaisant dans le monde, mais que cet équilibre-là a disparu et que c'est comme s'il n'y avait plus qu'un seul truc, c'est-à-dire officiellement la chose noble, c'est-à-dire la démocratie, les droits de l'homme, tous ces trucs-là. En réalité, le marché. On voit qu'il ne reste plus que ça. Et on n'en est pas fou, finalement. On n'est pas très, très content d'avoir plus que le marché comme unique valeur qui gouverne nos vies. Donc, voilà, l'histoire de Limonov, ça raconte quelque chose, il me semble, sur... Qu'est-ce qu'on a perdu en perdant le communisme ? Encore une fois, je ne suis pas le moins du monde, contrairement à lui, nostalgique du communisme. Mais c'est quoi ce truc qui existait et qui n'existe plus ? Vous ouvrez d'ailleurs le livre sur l'extraordinaire épigraphe de Vladimir Poutine, qui est vraiment étonnant et qui est complètement dans la lignée de ce que vous dites. Celui qui veut restaurer le communisme n'a pas de tête.
celui qui ne le regrette pas n'a pas de cœur. Oui, c'est une phrase. Cette phrase a été. Enfin, je la prête à Poutine, mais en fait, c'est une espèce de dicton post-communiste qui a été dit par un tas de gens. Je crois qu'elle est attribuée pour la première fois à Shevardnadze, un autre a dû le dire, tout ça, et Poutine l'a répété à un moment. C'était évidemment beaucoup plus marrant, comme en épigraphe du livre, de l'attribuer à Poutine. Mais, qu'il a dit, hein, d'ailleurs. Mais... Alors, le livre, assez curieusement, se termine sur une espèce de parallèle entre Poutine et Limonov, ce qui, je pense, a dû beaucoup déplaire à Limonov, parce que Limonov est un opposant absolument déterminé et très courageux, indéniablement, à Poutine. Et il y a vraiment beaucoup de choses peu de choses qu'ils ont en commun, puisque je veux dire, Poutine est totalement un homme de pouvoir et même un homme d'appareil. Limonov est le contraire, c'est-à-dire c'est un rebelle absolu, c'est quelqu'un qui restera rebelle jusqu'à la fin de ses jours sans aucun doute. De ce point de vue-là, c'est complètement l'inverse. Mais la chose qu'ils ont en commun, c'est que ça a été des bons petits soviétiques, des bons petits, des gens qui ont au fond cru au communisme, pas spécialement par idéalisme ou idéologiquement ou tout ça, mais ils ont cru à l'importance de leur pays, au fait surtout que leur pays foutait la trouille au reste du monde, et ils étaient profondément fiers de ça. Et cette nostalgie du communisme est quelque chose que Poutine et Limonov partagent, de même qu'une certaine image de la virilité qui est celle qui fait que Poutine adore se faire photographier torse nu avec un poignard de combat et en tenue de commando et tuant des tigres qu'on a d'ailleurs préalablement soigneusement bourrés de somnifères, mais ce qui est pas le cas de Limonov. Mais non, il y a quelque chose en commun, et ce quelque chose en commun est un peu aussi au centre du livre, voilà. À propos de Limonov, toujours, ce qui est intéressant, c'est que Limonov n'est pas seulement cet aventurier invraisemblable, cet homme politique, c'est aussi un écrivain. Et on le rappelait tout à l'heure, le premier contact, c'est un livre. Les livres de Limonov sont essentiellement autobiographiques, plutôt sur le début d'ailleurs de sa vie apparemment. Est-ce que ça a été difficile pour vous de travailler sur un personnage qui avait déjà tellement écrit sur lui-même? Alors, ça, c'est un problème. C'est le fait de faire la biographie d'un autobiographe est un truc assez particulier. Bon, cela dit, il y a toutes sortes de biographies de Chateaubriand ou de Rousseau ou c'est pas ou de Saint-Augustin. Enfin, c'est pas en soi un problème majeur. Mais il y a là-dessus. D'abord, il y a une chose, c'est que j'ai traité les livres de Limonov, ces livres autobiographiques, comme source principale d'informations sur lui, en faisant le choix, qui est tout à fait discutable, et je le reconnais, de lui faire confiance. Parce que je pense que Limonov a un tas de défauts, mais qu'il n'est pas menteur. Il n'est pas menteur à la fois parce qu'il n'a aucune imagination et parce qu'il n'a aucune espèce de surmoi. C'est vraiment quelqu'un, il raconte avec placidité des choses qui sont absolument pas à son honneur. Ça lui pose aucun problème de le dire. Donc, je pars du principe qu'en gros, que Limonov dit la vérité. Il faut ajouter aussi un truc, c'est qu'il a une mémoire absolument sidérante. Mais cela dit, on pourrait parfaitement imaginer de faire une vraie biographie de Limonov qui déciderait d'essayer... Bon, ça serait difficile, mais c'est toujours possible de contrôler tout ce qu'il a raconté, tout ça. Moi, je n'ai pas du tout essayé de faire ça. En ce sens, sur la question qu'on abordait au début, vous voyez, du genre auquel appartient le livre, bon, personnellement, moi, je ne tiens pas vraiment à le ranger dans un genre, tout ça, mais c'est pas... En ce sens, c'est pas non plus une biographie, puisqu'encore une fois, il y a tout un travail que devrait faire un biographe que je n'ai pas fait et que j'ai choisi de ne pas faire, qui est donc de faire tout un travail, même si j'ai fait un travail d'enquête, de recherche, des choses comme ça, ça n'a pas été un travail visant à vérifier les choses. J'ai décidé de lui faire confiance. Et par ailleurs, Limonov je pense que c'est un écrivain, c'est pas un écrivain majeur, c'est pas un des écrivains, mais c'est quand même un bon écrivain. Il y a beaucoup de ses livres autobiographiques qui sont absolument excellents. Et je dirais même, alors, en Europe, on le voit de façon un peu distraite. En Russie, d'abord parce qu'il n'y a pas tellement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il n'y a pas tellement d'écrivains comme ça en Russie. Enfin, des espèces de cette tradition qui est celle de, dans le meilleur des cas, d'Henri Miller, ou sinon de Charles Bukowski. Enfin, vous voyez, de ces écrivains autobiographes un peu trash, tout ça. Il n'y en a pas tellement, quoi. Et tout à coup, Limonov avait pour la Russie
quand ces livres ont commencé à être traduits dans les années 90, tout le monde était stupéfait, quoi. C'était une espèce de modernité, d'audace qui n'existait pas. Et ça a eu une énorme importance en Russie. Pour n'importe quel écrivain russe je ne sais pas, de 40 ou 50 ans aujourd'hui, Limonov, c'est une influence. Même s'il l'aime pas, même s'il trouve que c'est un sale type, mais c'est un écrivain important. Et je trouve vraiment que, je disais ça à Georges et Hérald tout à l'heure, que certains de ces livres vraiment mériteraient d'être traduits ou réédités en Espagne et en Catalogne. C'est pas du tout un écrivain médiocre. Hein. Alors, si on passe cette fois-ci justement de Limonov, à qui vous venez de rendre un bel hommage, à votre voix, à votre place dans le roman. Parce que dans Limonov, comme dans L'Adversaire et les romans qui ont suivi, on retrouve donc l'usage de la première personne, et d'une première personne qui est ici particulièrement importante, particulièrement mise en valeur. On peut dire que dans le livre, vous vous mettez véritablement en scène comme narrateur de l'histoire. Est-ce que vous pouvez préciser justement comment vous concevez cette première personne et quel est le rôle exact de cette première personne qui est finalement quand même beaucoup plus qu'un narrateur et malgré tout moins qu'un personnage? Oui, ou pas? Oui, je suis d'accord. Il est vrai que vous le disiez, c'est que dans ce livre qui a marqué une espèce de changement dans ma façon de travailler ou d'écrire, qui était L'Adversaire, non seulement il y a eu le passage de la fiction à la non-fiction, comme on dit, mais aussi le passage de la troisième à la première personne. Et au fond, je n'ai plus lâché, disons, cet usage de la première personne, et j'aurais beaucoup de mal, j'ai aucune envie d'essayer d'ailleurs, j'y tiens pas, j'en vois pas la nécessité, mais actuellement c'est comme ça que naturellement j'écris. Et au fond, j'ai pas l'impression que ça soit, ou en tout cas pas seulement par narcissisme ou égocentrisme, en fait tout simplement ça me semble être par honnêteté. Je crois que c'est indispensable, surtout quand on écrit sur des choses réelles comme ça, où on a toujours la tentation d'écrire comme si c'était la vérité, une vérité objective, quelque chose comme ça, ce qui se manifeste quand on écrit à la troisième personne le plus souvent. C'est comme si on disait, voilà, ce que je vous raconte, c'est comme s'il y avait personne qui le racontait, c'était une espèce de vérité révélée qui tombait du ciel. Il me paraît important de dire qui parle. Vous savez, il y a autrefois, dans les assemblées générales d'après mai 68, il y avait toujours, quand il y avait un discours, quelqu'un qui parlait, il y avait toujours un gars au fond de la salle pour dire d'où tu parles, toi. Et au fond, je trouve cette question très pertinente. Ça me paraît important de savoir qui parle et d'où il parle. Et en plus, pour ce livre-là, ça m'importe de dire, au fond, ce que je raconte là, ça n'est que ce que j'ai, moi, vu, entendu, compris, ressenti, peut-être avec mon ignorance, avec mes préjugés, avec mes œillères, avec tout ça. Ça me paraît important de le dire. Et par ailleurs, c'est aussi une façon de créer un lien avec le lecteur, de le prendre par la main et qui m'accompagne dans cette histoire. Enfin, ça me paraît important aussi de lui faire part de mes doutes, de mes hésitations, de mes incertitudes. Et enfin, pour ce livre-là en particulier, il y avait un effet dramatique assez amusant à m'opposer, à tirer du contraste entre Limonov et moi, qui fait que, plus Limonov était peint en aventurier et en voyou et tout ça, plus je dirais c'était un peu avantageux de me peindre moi, je dirais en bourgeois tranquille et prudent et tout ça, au point que j'ai exagéré un petit peu cet aspect de ma personne. Je pense pas être aussi aussi sage que je me présente là. Il y a un truc à quoi je pense souvent, c'est les histoires de Sherlock Holmes. Les histoires de Sherlock Holmes, elles sont bien parce qu'elles sont racontées par Watson. S'il n'y avait pas Watson, ça serait beaucoup moins bien, les histoires de Sherlock Holmes. C'est que je trouve formidable. Et donc, plus Watson est raisonnable, un peu lourd, un peu ennuyeux, tout ça, plus Sherlock Holmes a de relief. Et donc, j'ai joué un peu à me watsoniser en écrivant ce livre.
Donc en fait, dans le livre, le personnage imaginaire, c'est le jeu du narrateur en contrepoint du Limonov. C'est une jolie conclusion. Non, je vais revenir justement à cette idée que vous faites sur l'opposition entre Limonov et vous. C'est vrai que souvent dans le livre, on a cette sorte de contrepoint où vous mettez en balance votre vie, votre sagesse à cette espèce de folie de Limonov ou à ce sens de l'aventure. Et on retrouve très souvent ce balancement. Ce qui est intéressant, c'est que cette structure de ce parallélisme, il revient aussi dans le roman à propos d'autres personnes. Et vous utilisez même à un moment l'idée de vie parallèle. Il y a donc au début du livre un parallélisme Limonov-Joseph Brodsky. Il y a aussi un parallélisme Limonov-Solzhenitsyn. Et puis vous parliez tout à l'heure de la fin du livre et des vies parallèles Limonov-Poutine. Cette structure de la vie parallèle, c'est manifestement quelque chose qui est conscient que vous utilisez. Est-ce que c'est justement une structure privilégiée pour appréhender dans le réel ce qu'il y a dans un individu directement singulier et pluriel? Alors, il me semble qu'elle est particulièrement appropriée et pertinente concernant quelqu'un comme Limonov, dont un des traits est qu'il est extraordinairement envieux. Et c'est assez marrant parce que je veux dire, c'est un truc très laid d'être envieux. Tout le monde a honte de ça. On l'est tous plus ou moins. Et c'est vraiment un truc honteux. Une des choses assez sympathiques de Limonov, c'est qu'il est capable d'avouer absolument tranquillement à quel point il est envieux. Et par exemple, un de ses grands objets d'envie était Brodsky, qui était donc au fond dans la même situation que lui à peu près, et qui simplement, quand il est arrivé aux États-Unis, alors que lui, Limonov, faisait la plonge dans des restaurants, Brodsky était vraiment le héros de toute la haute intelligentsia internationale, l'ami de tout le monde, de Susan Sontag, d'Octavio Paz, de tout ce qui comptait dans la haute nomenclature intellectuelle occidentale. Et donc, Limonov était fou de jalousie à l'égard de Brodsky. Et il le raconte. Il n'a aucune inhibition pour le raconter, encore une fois, ce qui est un trait que je trouve formidable. De la même ensuite, ça a été pareil pour Solzhenitsyn, qui a été en effet, à juste raison, une espèce et qui est un écrivain et une figure infiniment plus importante que Limonov, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais au fond, Limonov fait partie de ces gens, et je pense que c'est notre cas à tous, plus ou moins. Chez Limonov, c'est plus que chez la plupart des gens, qui est incroyablement compétitif et dont la façon de fonctionner, enfin l'esprit est conditionné par cette manie de comparer constamment. Quand Limonov est en face de quelqu'un, la question qui se pose constamment, c'est est-ce que je suis en dessus ou en dessous ? S'il est en dessous, il est malheureux comme les pierres, et tout ce qu'il faut, c'est qu'il trouve un moyen d'arriver en dessus, au besoin, en expliquant que le type en fait est une nullité, que Brodsky est un poète surfait, que Solzhenitsyn est un vieux con. Voilà, il ne recule devant aucun moyen pour ça. S'il est en dessus, ça va. Mais sauf qu'il n'a qu'une seule peur, c'est de se retrouver en dessous. C'est le ressort constant de Limonov. Et une des choses que j'essaye d'interroger dans ce livre, enfin parmi d'autres choses, avec l'histoire de la Russie, tout ça, mais c'est cette tendance que je pense nous avons tous, plus ou moins. En tout cas, je la sais présente chez moi, et moi aussi, justement, dans ce livre, je passe mon temps à me comparer à Limonov, à me dire, est-ce que je suis mieux, est-ce que je suis moins bien ? Ouais, certes, je suis moins aventureux, moins courageux, j'ai pas risqué ma vie, des choses. Mais en même temps, peut-être que je suis mieux à d'autres égards, plus sage, peut-être même plus bon, des choses, qui sait. Hein. Bon, mais au fond, cette tendance à être dans une sorte de comparaison perpétuelle est un peu, très centrale dans le livre, et en même temps, il y a un endroit dans le livre où je cite une phrase que m'a cité un ami, qui est une phrase qu'il a trouvée dans un sutra bouddhiste, qui me paraît... Alors c'est vraiment le contraire de ce mode de pensée. Le premier contraire de ce mode de pensée, c'est la morale chrétienne, c'est-à-dire c'est le principe des béatitudes, de l'inversion des choses, c'est-à-dire que en réalité le plus grand est le plus petit et le plus petit est le plus grand, tout ça, ce qui est totalement à l'opposé de la morale de Limonov, qui est de ce point de vue-là une morale totalement nietzschéenne.
C'est un Nietzsche au petit pied, pas du tout intellectuel, mais c'est vraiment une espèce de héros nietzschéen d'une certaine façon. Donc la première réponse à ça, c'est le christianisme. L'autre réponse que je trouve encore plus impressionnante est celle de ce sutra bouddhiste qui dit, là je vous cite la phrase telle quelle, qui est pour moi, l'endroit où est cette phrase est le cœur du livre, parce que c'est autour de ça que ça tourne un peu pour moi. Cette phrase dit « Celui qui se croit, l'homme qui se croit supérieur, inférieur ou même égal à un autre homme ne comprend pas la réalité. » Voilà. Je pense qu'il nous est extrêmement difficile de mettre si peu que ce soit en application cette phrase, mais que rien qu'avoir le sentiment qu'il y a une vérité là-dedans est quelque chose qui nous fait faire un progrès. Je ne sais pas, moral, spirituel, mental, je sais pas où, mais il y a quelque chose qui me paraît absolument crucial là-dedans. Et autour de quoi ce livre tourne beaucoup. En mettant en scène justement un personnage aussi caricaturalement compétitif que Limonov. Alors justement, est-ce que ça me fait plaisir que vous citiez le sutra parce que effectivement, il est important, il est fondamental, il arrive presque enfin oui, vous dites le cœur du livre, il est au milieu, presque exactement en termes de pages. Et alors effectivement, l'autre question, c'est est-ce que cette jalousie, cette envie, cette façon finalement de systématiquement dévorer ce qu'il désire, est-ce que c'est ça qui fait de Limonov un personnage romanesque au fond, puisque dans le livre, vous ne cessez de dire que la vie de Limonov est un roman, qu'elle se construit comme un roman. Est-ce que c'est justement cette relation à l'autre qui systématiquement dévore l'autre, qui en fait un personnage de roman ? Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça, que vous avez raison. J'y avais pas pensé, mais je pense que c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que Limonov a passé sa vie à se vouloir un héros de roman. Et au fond, il a une espèce de gratitude à mon égard parce que j'ai écrit le roman. Que malgré tout, même si lui a écrit des livres autobiographiques de grande qualité, vraiment des livres remarquables, malgré tout, il ne pouvait pas faire ça. Il pouvait raconter une vie romanesque, mais faire le roman, il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur pour le faire. Encore une fois, comme il faut Watson pour raconter Sherlock Holmes. Et donc, ouais, là je sais que je lui ai offert quelque chose qui est à quoi il a aspiré toute sa vie. Et que... qu'est-ce que je voulais dire là aussi ? Pardon, je me suis perdu. Mais oui, au fond, il a toujours voulu être un héros de roman et un héros tout court. Enfin, son idée de sa vie, c'est d'être un héros. Alors être un héros, il s'en fait, ça veut dire être le plus glorieux possible. Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal réussi parce que d'un certain côté, on peut dire que Limonov est un loser, un écrivain, enfin, je veux dire qu'il a raté comme politicien, que c'est pas un écrivain de premier plan, que ceci, cela. Il n'empêche que pour faire un héros, il faut de l'échec. Un héros qui aurait réussi en tout, un héros qui serait élu président ou qui ferait une très grande fortune et tout, c'est pas un héros, c'est pas intéressant comme héros. Ça s'appelle la réussite, mais c'est autre chose. La réussite, c'est pas du tout une composante essentielle d'un héros. Pour un héros, il faut justement des failles, de l'échec et tout ça. Et Limonov, il est champion aussi pour ça. De ce point de vue-là, sa vie, c'est vrai, est héroïque. Il se trouve en plus que dans le roman, vous semblez indiquer que les modèles romanesques qui sont ceux de Limonov, Alexandre Dumas et Jules Verne, sont aussi ceux qui vous ont touché quand vous étiez jeune. Oui, c'est un peu ce qu'on a en commun, je pense. Et on n'a pas beaucoup de choses en commun, mais on a ça. Et c'est totalement un idéal du moi de petit garçon, véritablement. Et ce qui est beau, encore une fois, je trouve, chez Limonov, c'est cette fidélité absolue à un idéal de petit garçon. La plupart d'entre nous, on abandonne ces idéaux avec le temps, avec l'expérience, tout ça. Et je trouve que c'est très bien d'abandonner ces idéaux et de passer à autre chose. Et que ça s'appelle mûrir, ça s'appelle tout ça. C'est des valeurs auxquelles, pour ma part, je suis très attaché. Mais en même temps, cette espèce de fidélité-là, à tout prix, et quand je dis à tout prix, ça veut dire en payant le prix, bah c'est beau, ça m'inspire de l'estime et du respect. Bon, il y a encore beaucoup de questions. Moi, j'aimerais peut-être vous en poser deux, et puis on pourra garder le temps de prendre des questions du public de la salle. Et j'aimerais d'abord vous poser une question sur la construction du livre.
sur la structure du livre, parce que donc c'est un livre divisé en 9 parties, qui sont toutes des parties géographiques, donc on se déplace d'Ukraine à Moscou, à New York, à Paris, etc. Ce sont aussi des périodes, ce sont aussi des parties chronologiques, avec à chaque fois une période, et le titre du chapitre nous donne une période, et on a à l'intérieur de ces parties des chapitres plus courts, à l'intérieur des scènes. Et en fait, en relisant le livre récemment, me frappait vraiment l'espèce de découpage du livre, c'est-à-dire d'une construction presque cinématographique. Est-ce que c'est quelque chose que est-ce que cet aspect cinématographique du découpage et du montage, c'est quelque chose qui est spécifique au livre et qui s'impose comment ? C'est tout à fait vrai ce que vous observez, mais à vrai dire, je pense que c'est propre à tous les livres que j'ai écrits depuis quelques années, enfin aux 4 derniers, et c'est en effet aussi lié à l'expérience d'avoir fait du cinéma comme réalisateur, et on est uniquement au montage, parce que si on me dit, enfin, il est arrivé qu'on me dise, est-ce que y a une influence du cinéma, je ne pense pas être un auteur très visuel. Vous voyez, il y a des auteurs qui ont un sens visuel extraordinaire, ce qui n'est pas mon cas. Mon sens visuel est relativement pauvre. Je ne suis pas un grand descriptif, tout ça, mais l'influence du cinéma et du travail du cinéma, pas tant d'avoir vu des films que d'en avoir fait, c'est le travail de montage. Et en effet, c'est découpé, comme vous dites, en parties, ensuite en scène et ensuite en plan pratiquement. Enfin, comme si c'était... sans pour autant, encore une fois, que ça soit visuel. Cette espèce de... Et il y a aussi une chose qui joue, c'est surtout quand on affronte un matériau très riche, comme c'est le cas là. Il y a beaucoup de choses à raconter. Enfin, de la vie de Limonov, du reste, tout ça, c'est beaucoup. Ça fait, c'est comme si vous voyez, justement, si vous montez un film et que vous avez une quantité de rush absolument énorme. Il y a un moment où on a une espèce de magma comme ça, de trucs, et un premier jet qui est très informe, très instructuré, où tout est, où c'est très indigeste. Et en fait, le moment un peu rassurant et où les choses commencent à prendre forme, c'est quand on arrive à le découper en plus petites unités et que chaque petite unité ensuite peut être traitée pour elle-même, quoi. On peut se dire, tiens, j'ai un paragraphe, enfin un truc qui fait 2-3 pages, sur quoi travailler. Et quand un livre commence à être composé d'une centaine de fois ou de 150 fois 2 ou 3 pages comme ça, eh ben, on commence à avoir l'impression qu'on le maîtrise un petit peu, qu'on peut travailler sur des bouts, se dire, tiens, celui-là, c'est assez avancé, il y a déjà 2 ou 3 couches, il y en a un autre, tiens, je vais aller y repasser une deuxième couche. Enfin, je travaille beaucoup comme ça par couches successives et en effet, par montage qui se resserre, où je me dis, tiens, là, on peut couper un peu, là, ça va s'enchaîner mieux, ce truc-là, ce petit bout-là, je peux le bouger à côté de tel autre, tout en suivant, par ailleurs, comme vous l'observiez, une logique qui est quand même assez simple, qui est chronologique. Finalement, moi, je me fie beaucoup à ça. Je travaille assez chronologiquement. J'ai l'impression que le matériau est suffisamment compliqué comme ça pour pas aller faire pour pas aller chercher midi à 14h dans la construction. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait. Alors là, vraiment très très concrètement, quoi. C'est une espèce de travail où les choses prennent forme par, encore une fois, quand on arrive à dégager des plus petites unités, quoi, et travailler dessus. Alors c'est intéressant cette idée que cette technique donc d'écriture par montage s'impose sur les 4 derniers livres. Donc depuis l'adversaire, c'est-à-dire sur des livres qui sont justement du côté de la non-fiction ou au moins du côté directement de la prise avec le réel, avec une histoire qui est une histoire extérieure au livre. Justement, est-ce que cette technique est liée à ce travail-là? Et moi, je voudrais juste poser une dernière question sur la signification de cette confrontation au réel. Et vraiment, en terminant de relire Limonov, il y avait cette question autour, qui est un vieux thème scolaire autour de l'engagement de l'écrivain. Est-ce que le travail que vous avez commencé depuis 4 romans, depuis l'adversaire, c'est une forme d'engagement? Est-ce qu'il y a dans votre écriture, et vraiment avec Limonov, à la fois dans ce qu'il contient de doutes, de questions
mais justement d'interrogation portée au monde, à l'histoire. Est-ce que c'est une forme d'engagement ? Écoutez, je suis touché que vous disiez ça et je suis prêt à dire oui. Ça me paraît un peu... j'ai peur d'être un peu en fatigue en disant ça, mais le fait est qu'il y a de ma part, j'ai l'impression depuis un certain temps, une plus grande ouverture à l'historique, au politique, au collectif, d'une façon générale. J'ai l'impression que pendant très longtemps, et aussi écrivant de la fiction, j'étais très tourné vers moi, uniquement, et que même des transpositions fictives d'expériences qui étaient les miennes, mais enfin très cantonné à mon existence privée et disons à mon système relationnel proche, si je peux dire, et que ça s'est avec le temps, même en parlant de personnages aussi bizarres et en même temps et solipsistes que quelqu'un comme Jean-Claude Roman, mais ça s'est petit à petit élargi à quelque chose de plus collectif, enfin où il y a plus d'autres, et plus il y a d'autres, plus à un moment ça débouche sur de l'historique, du politique, et il est vrai que Limonov est un livre qui interroge beaucoup des questions. On m'aurait beaucoup surpris il y a 15 ans en me disant que j'écrirais un livre comme ça. Ça m'aurait vraiment... j'aurais pas cru du tout qu'à un moment je viendrais à faire des trucs comme ça. Et peut-être même que j'aurais dit, oh là là, est-ce que j'aurais très envie de faire ça ? J'aurais peut-être été un peu dédaigneux à l'égard de ça, en disant quand même le prestige de la fiction, de choses comme ça, me paraissait beaucoup plus important. Et je me serais dit que si un jour j'allais déchoir jusqu'à devenir un auteur un peu documentaire comme ça m'aurait beaucoup alarmé. Et finalement, maintenant, ça me va très bien. Bon, il y a encore beaucoup de questions, mais j'imagine qu'il y a dans la salle des réactions, des questions. On a beaucoup parlé de Limonov, il y a aussi les autres livres, on n'a pas du tout parlé de l'adversaire de d'autres vies que la mienne. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a un micro qui va venir, qui va descendre. D'accord. Donc, on y va. Il y a des premières questions là sur l'allée centrale. Madame. Bonjour, quel est le rapport de Limonov aux femmes ? C'est un chapitre important. Il y a eu plusieurs femmes. Ça a toujours été un homme très, disons, avec une vie sentimentale et sexuelle extrêmement remplie et agitée. Mais cela dit, il y a eu plusieurs femmes principales dans sa vie. Et ce que je peux dire pour aller vite de façon... d'abord, c'est que en fait, c'est quand même dans la plupart des cas, c'est elles qui l'ont quitté et pas l'inverse. Et de façon assez surprenante, on pourrait imaginer Limonov comme un Don Juan cynique, ce qu'il n'est pas. En réalité, c'est plutôt un homme assez chevaleresque avec les femmes qui a essayé de les soutenir, qui était plutôt assez fidèle, très présent, tout ça. Maintenant, en même temps, il avait des femmes très comme lui, très borderline, quoi. Pas des femmes ni des muses gentilles, ni des femmes ni des femmes bourgeoises qui lui feraient préparer la soupe, mais plutôt des femmes qui étaient complètement folles, qui le trahissaient, tout ça, pour qui il souffrait énormément. Enfin, disons qu'il s'est donné à ses relations avec des femmes de façon très, avec une espèce de générosité, quoi, sans se ménager. Oui, allez-y. C'est plus ou moins deux questions. Pardon pour mon français. Non, je vous en prie. Un peu maladroit. D'un côté, cette idée que je ne sais pas si j'interprète en me rappelant de vos 3 derniers romans, mais l'idée du rencontre et du hasard comme moteur et dispositif, ça me fascine toujours. Parce que, par exemple, dans Limonov, c'est une vision. Vous ne disiez pas que vous n'étiez pas visuel, je ne sais pas. C'est une vision de cet homme dans la manifestation, et après, tout commence. Et après que tout commence, on ne peut pas laisser de lire dans ces premières personnes. Alors, la question serait, plus ou moins, cette décision de commencer. C'est comme le titre de crédit d'un film, non ? Étant donné qu'on faisait les parallélismes avec les films. Et d'un autre côté, avec cette idée de je ne peux pas
parce que aussi j'ai vu votre documentaire Retour à Kotelnitch, etc. Et de vous penser aussi comme un écrivain, cinéaste et cinéaste-écrivain, il y avait la question du montage, d'édition. Aussi l'idée de que l'apparition de ces premières personnes, c'est aussi, ça me montre comme la matière du réel vous permet de fictionnaliser, non? Alors, je ne sais pas, non, cette idée que ces jeux qui accompagnent le lecteur, c'est comme, je ne sais pas, un réalisateur de documentaires qui se montre, par exemple, avec la voix en off, et ça montre le procès du travail, non? Et je voulais un peu vous questionner sur ça. Là-dessus, si vous voulez, c'est par exemple, ça c'est vraiment c'est très clair pour quiconque a été amené à réaliser du documentaire. C'est comment dire, il y a des choix qui sont plus clairs encore au cinéma qu'en littérature. Par exemple, si vous faites un film documentaire, à un moment, vous vous posez forcément la question, est-ce que j'apparais à l'écran ou non? À partir du moment où simplement même vous questionnez des gens. Est-ce que vous faites, ou quand vous les regardez, ou quand vous montrez leur vie, etc. Est-ce que, au fond, vous essayez de faire un documentaire en essayant de faire croire aux spectateurs que c'est comme s'ils voyaient la réalité et de façon transparente et que l'équipe n'était pas là, qu'il n'y avait pas une équipe à ce moment-là en train de filmer, ou bien est-ce que vous admettez qu'il faut que puisqu'il y a une équipe en train de filmer, cette équipe en train de filmer change la réalité qu'elle est en train de filmer. Les gens ne se comportent pas pareil devant une équipe que quand ils sont réellement tout seuls. Et donc, il faut en tenir compte et il faut même le montrer. Il faut montrer ça aux spectateurs. C'est un choix. Je sais que quand j'avais fait ce film documentaire Retour à Kotelnitch, j'étais parti... quelqu'un tout à coup m'avait posé la question en me disant « Bon, tu vas faire comment? Est-ce que tu vas te montrer ou non ?» Et tout à coup, je m'étais aperçu que c'était une question vertigineuse, que de ce choix découlait complètement deux options totalement différentes d'affrontement avec le réel. Et d'ailleurs, pendant longtemps, je n'ai pas su quoi faire. Exactement. Et donc, du coup, quelquefois, on filmait en me montrant dans le champ, ou d'autres fois, non, on faisait comme si on n'était pas là. Enfin, j'ai beaucoup hésité. Puis à un moment, c'est devenu tout naturel, finalement. Dans l'histoire qu'on racontait, nous étions, l'équipe qui venait filmer, nous étions devenus des protagonistes à cause du lien qu'on avait avec les personnages, donc il aurait été absurde de nous couper à l'image, bien sûr. Mais c'est vraiment des choix. Alors, ce choix est très clair et très, comment dire, on est obligé de trancher quand on tourne un film. C'est très simple, je dirais, est-ce qu'on rentre dans le champ ou est-ce qu'on reste hors du champ? Dans un livre, c'est beaucoup plus flou, quoi. Mais malgré tout, j'ai l'impression, dans les livres, d'avoir fait aussi ce choix-là, d'entrer dans le champ. Et ça me paraît plus juste, quoi, c'est tout. Il y avait aussi la première question sur le hasard. La première... alors, le hasard, c'est quand même... Oui, non, je suis très touché de ce que vous dites sur cette première apparition de Limonov dans le livre, qui est d'ailleurs quelque chose qui est venu très tard. Enfin, vraiment, en terminant le livre, j'avais l'impression qu'il manque... Souvent, il vous manque la fin, là, il manquait le début. J'arrivais pas à trouver comment commencer le livre, et je me suis... Tout à coup, il y a cette scène qui est revenue, quoi, de cette première nouvelle rencontre avec Limonov 15 ans après. Oui, il y a une façon j'essaye de ça, c'est pas une question d'écriture, mais c'est une question dans la vie, quoi, de faire confiance à ce qui se passe, et de même que de faire confiance, je dirais, à mon propre inconscient, enfin tout ça, de se laisser un peu porter par ce qui advient, de pas essayer de trop diriger. J'ai l'impression que des choses adviennent qui valent la peine à partir du moment où on cède un peu, quoi, sur la tentation de maîtrise, quoi, qui est chez moi, comme je pense chez beaucoup de gens, très grande. Il y a une espèce de désir de contrôler, de choses comme ça, et j'ai l'impression que quand on arrive à l'abdiquer, il se passe des choses. Et que c'est souvent à l'origine des livres. Ensuite, bien sûr, on ne peut pas constamment lutter contre le désir de maîtrise, de contrôle, de choses comme ça, mais au moins dans le processus, dans la vie qui peut conduire à un livre, c'est plus on laisse des choses advenir sans mieux ça se passe.
Bonsoir. Merci. Bien, oui, allez-y. J'aurais souhaité savoir si vous aviez parlé à Limonov depuis l'apparition du livre, quelles avaient été ses réactions. Je suppose qu'il n'a pas eu de droit de relecture, comme ça avait pu être le cas pour les personnages d'autres vies que la mienne. Quelle était sa réaction? Vous supposez qu'il l'a eu ou qu'il l'a pas eu? Non, je suppose qu'il l'a pas eu. Ah non, oui, vous avez raison. Et peut-être au-delà de ça, quelles ont été les conséquences de ce livre dans ce petit monde démocrate russe? Est-ce que ça a changé peut-être la perception que les gens pouvaient avoir de lui dans ce milieu? Alors, oui, vous avez absolument sur la question de. Alors, de ce point de vue-là, c'est un livre totalement. Le livre précédent, D'autres vies que la mienne, je le dis, je précise un peu ce que vous avez dit. Il s'agissait d'un livre sur des personnes privées, de mon entourage familial pour certaines, et donc j'étais très très soucieux de ne pas les blesser, et je l'avais écrit vraiment avec leur accord et avec leur confiance, et donc je leur avais promis une chose, c'est qu'ils auraient le droit de le lire avant sa publication, et non seulement le droit de le lire, mais que quelles que soient les choses, quelle que soit leur demande, j'y ferais suite. C'est-à-dire, s'ils me demandaient de couper tel passage, je le couperais, tout ça. J'avais l'impression de prendre un risque assez important. Je me souviens que j'avais dit ça à Georges, et qui était terrifié en me disant mais il va rien en rester de ton livre. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Mais bon, dans le cas de Limonov, j'avais pas du tout les mêmes scrupules. Premièrement, Limonov est un personnage public j'ai le droit d'écrire sur Limonov comme j'aurais le droit d'écrire sur Sarkozy, enfin, en disant ce que j'en pense, sans le moindre... Voilà, et lui-même a écrit sur des gens vraiment sans les ménager, des choses très cruelles, tout ça. Donc, honnêtement, je me disais, j'aimerais mieux que ça lui plaise. Maintenant, si ça lui plaît pas, je m'en fous. C'est pas grave. Il est assez grand garçon pour ça. Bon, maintenant, le livre... alors, la réaction de Limonov a été... D'abord, il m'a écrit un mail en me disant ce que je pense du livre, je vous le dirai un jour, ou peut-être jamais, c'est mieux comme ça. Et il s'est tenu à ça. Il m'a jamais rien dit là-dessus. Et il a toujours refusé de faire tout commentaire sur le fond du livre. En revanche, il ne cache pas du tout qu'il est absolument enchanté de l'existence de ce livre. Enfin, que c'est là-dessus, il ne boude pas du tout son plaisir, il ne fait pas du tout le dédaigneux. Il a un site sur lequel il n'y a pratiquement pas un article paru dans la presse, dans le monde, qui ne soit pas reproduit. Enfin, c'est-à-dire que il est absolument enchanté. Et il dit partout que c'est comme s'il avait eu le prix Nobel tout à coup, que c'est une espèce de revanche formidable. Il est ravi. Donc, au fond, je suis content, quoi, que ça. Encore une fois, s'il avait été furieux, s'il avait cherché à faire interdire le livre et tout, j'aurais réagi en haussant les épaules, en disant bah tant pis pour lui, il est con et puis voilà. Mais il est pas con, il est tout sauf con, et je trouve que son attitude est intelligente, quoi. Elle est même, elle est élégante aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être oui, il est presque 9 heures, une dernière question, une dernière réaction? Oui, devant. Ah, pardon, ou allez-y. C'est super. Je trouve que c'est la chose la plus gentille que Limonov puisse dire à quelqu'un. C'est... Exactement. Apparemment, le micro n'est pas branché. Peut-être que vous pouvez le... Bon. Ou parlez un peu plus fort et plus près du micro. Et la deuxième chose que j'ai lue dans les critiques qui sont sorties sur le livre, il y a Yasmina Reza termine sa critique en qualifiant la fin du livre de fantaisiste et en disant que finalement c'est assez surprenant que vous lui donniez une fin douce, gentille et positive à Limonov. Je voudrais juste vous dire
Ça me fait énormément plaisir que vous disiez ça. J'ai pas du tout compris la qualification de fantaisiste de Yasmina Reza, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais je voulais savoir, oui, et ce soir, vous m'avez permis de comprendre quelque chose avec le mantra. C'est que finalement, la fin, maintenant, je comprends beaucoup mieux cette fin. C'est-à-dire que je crois que j'ai réussi, j'avais oublié ce passage central et dans le cœur du livre. Et grâce à vous, j'ai mieux compris cette fin qui m'a tout simplement séduite, qui m'a libérée. C'était une vraie libération par rapport à ce livre. Je suis touché que vous pensiez ça. En fait, je pense à vrai dire que l'adjectif de fantaisiste utilisé par Yasmina Reza voulait juste dire par là que cette fin n'était pas, enfin, était imaginaire, quoi, tout simplement. C'était qu'elle n'est pas inscrite dans comme le reste du livre dans des événements véridiques, quoi. J'entends bien, elle ajoute simplement que c'est curieux qu'on lui donne une fin gentille, finalement. Mais c'est vrai qu'elle est gentille. Je suis d'accord. J'étais, à vrai dire, quand même, après avoir passé 500 pages dans sa compagnie, j'allais pas le quitter en lui disant une saloperie. Mais je l'ai dit 2 pages avant, quand même, la saloperie. Je la lui ai fait même dire à lui. C'est lui qui le dit à un moment. Il y a un moment, mais là, il m'avait scié, d'ailleurs. C'est encore un truc que j'ai trouvé assez beau. À un moment, il me dit, mais au fond, pourquoi vous écrivez un livre sur moi ? Et je lui dis, je suis un peu pris de court, et je lui dis, mais parce que vous avez eu une vie passionnante, très riche et tout. Et là, Limonov, très sec, il hausse les épaules, il dit, une vie de merde. Et je pense pas que c'est ce qu'il pense la plupart du temps. Là, il devait être dans un moment, je sais pas, sec, découragé, désagréable, tout ça, mais désagréable même à son propre égard. Et à un moment, j'étais tenté de terminer là-dessus. Et je pouvais pas terminer là-dessus, j'allais pas terminer là-dessus. Il fallait trouver un truc, il fallait pas non plus trouver un truc, je sais pas, lénifiant, quoi. Fallait dire quelque chose qui soit gentil, comme pour lui, quoi. Comme pour lui quand il me dit qu'il me souhaite de mal tourner. C'est vrai que c'est du même ordre. Et ça m'a touché quand il m'a dit ça. C'est vrai que c'est une chose gentille que peut dire Limonov. Alors, juste une question, qu'est-ce que vous nous préparez pour mal tourner ? Écoutez, je prépare un truc dont j'ai pas envie de parler, honnêtement, je peux pas dire que ça soit l'apogée de mal tourné, quoi. C'est pas non, c'est pas un truc spécialement. Enfin, a priori, ça ne s'annonce pas comme une chose spécialement scandaleuse ou négative ou méchante ou une chose comme ça. La citation. Qui sait La citation de Limonov, et puis ça nous permettra peut-être de terminer parce qu'il est 9h. Je l'avais remarqué aussi parce qu'elle est jolie. Limonov dit, à propos de vous donc, son idée folle de faire un livre sur ma vie indique qu'il n'est pas un écrivain ordinaire. Il est spécial, un type à part. Après Limonov, il peut mal tourner. Je lui souhaite de mal tourner. Tous les grands écrivains tournent mal. C'est effectivement quelque chose de gentil de la part de Limonov. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à Emmanuel Carrère d'avoir partagé ce moment avec nous. Je voudrais juste rappeler que nous poursuivons cette réflexion la semaine prochaine, où nous avons dans la même semaine 2 rendez-vous, puisque mardi prochain, on accueille, ça va être très différent, Anne Wiazemski, qui viendra présenter son roman Une année studieuse, qui est aussi traduite par Anagramma. Et puis, le 7 mars, viendra Morgane Sportes. Ça va être plus dur, parler de son roman tout de suite autour de l'affaire Halimi. Voilà, merci à tous et surtout merci à Emmanuel Carrère. Merci beaucoup.